Je vais te dire quand ça va, tiens. Ce sera pas long. Bonsoir à ce deuxième webinaire sur l'éducation, le sujet qui me passionne et sans doute qui vous passionne si vous êtes là. Parents, éducateurs, enseignants, direction d'école, toute personne au Québec est concernée de près ou de loin par l'éducation. Donc, deuxième rendez-vous, il y en a eu un il y a quelques semaines où j'avais abordé deux thèmes présents dans mon livre. L'école, en fait, de 4 à 18, donc la prématernelle 4 ans et l'école jusqu'à 18 ans avec toutes les modalités. D'ailleurs, je vous signale que c'est possible de les regarder à nouveau, ou enfin de les regarder si vous ne les avez toujours pas vus. Ils sont disponibles sur ma page Facebook de député. Ce soir, j'aborde deux thématiques présentes toujours dans mon livre que je vous présente. Et si on réinventait l'école, j'ai aucune gêne à en faire de la publicité parce que je ne ramasse pas d'argent. Quand j'en vends, chaque dollar que je recevrai est envoyé directement au regroupement des maisons Panda, donc un regroupement de gens qui aident des parents qui ont des enfants qui ont un TDAH. Donc, si on réinventait l'école, chronique d'un prof idéaliste, parce que oui, je suis député de Chambly, je suis porte-parole de la CAQ en matière d'éducation et de jeunesse, mais je suis d'abord et avant tout enseignant, j'ai enseigné 17 ans en primaire. Ce soir, deux thèmes, 4 chapitres du livre, mais qui tournent autour de deux thèmes. Le premier, eh bien, c'est les enfants qu'on dit HDAA, donc les enfants handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Et le second, c'est la valorisation de l'éducation. Comment on peut valoriser l'éducation, l'école, l'enseignement et les enseignants au Québec pour leur accorder l'importance qu'elles ont. Donc, j'aborde ce thème des enfants handicapés ou en difficulté d'apprentissage dans plusieurs des chapitres parce qu'on ne peut pas s'intéresser à l'école sans traiter de ces enfants-là. Il y a, ou ces adolescents-là, il y a à peu près 20% des jeunes au Québec qu'on dit à risque, donc qui peuvent avoir une difficulté ou un handicap, l'un ou l'autre. Ça touche beaucoup de monde. Et de ces 20%-là, il n'y en a pas un sur deux qui va obtenir à la fin de ses études un diplôme ou une qualification. Il y a seulement 45% des enfants dits HDAA qui vont obtenir un diplôme ou une qualification. Donc, on voit que c'est une problématique majeure. Et quand on dit qu'on veut lutter contre le décrochage, quand on veut, si on dit de manière positive, favoriser la réussite, bien, c'est évident qu'il faut aider et puis accompagner mieux ces enfants-là. Et ces adolescents-là, on dit des enfants, mais au fond, c'est les gens qui sont dans le réseau. Le chapitre 6 est le premier des chapitres dont je vais vous parler ce soir. Et je vous dis tout de suite que quand j'aurai terminé d'aborder ce premier thème, des enfants en difficulté, je pourrai répondre à vos questions. J'ai quelqu'un à côté de moi qui me lira certaines de vos questions parce que j'imagine qu'il y en a trop. Donc, à mesure que vous en avez des interrogations, des questions, même des commentaires, n'hésitez pas à les écrire tout de suite sur le fil de la page Facebook. Donc, le premier des chapitres dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est chapitre 6 qui s'appelait « Déboulonner les dogmes ». Parce qu'il y a deux dogmes au Québec qui s'affrontent. Il y en a un qui dit que les enfants en difficulté ou qui sont hyperactifs ou dysphasiques ou dyslexiques ou peu importe, doivent être intégrés absolument dans des classes régulières. La mode est à l'intégration, la société est une société pluraliste, donc tout si bien qu'ils soient dans une classe avec tout le monde. L'autre dogme, l'autre mode, c'est de dire, ben non, ce sont des enfants en difficulté, mettons-les dans des classes spécialisées. Il n'y a pas de place pour les enfants en difficulté dans les classes régulières. Ben moi, je pense que c'est deux façons de faire fausse route. Il y a des enfants handicapés ou en difficulté qui sont tout à fait intégrables et qu'on gagne à intégrer dans les classes régulières, et c'est gagnant pour tous. Win-win, comme on dit en anglais. Et il y a des enfants qui ne sont pas bien servis par une intégration en classe régulière, même si on pourrait penser que d'être en classe régulière, c'est la meilleure chose, qu'ils sont stimulés par leurs camarades de classe. Bien, des fois, ça ne marche pas. Je raconte dans le livre, dans le chapitre 6, l'histoire de Robin. Je change le nom, en fait. Je parle de Robin, mais c'est pas son vrai nom.
un petit garçon de 11 ans que j'ai eu dans ma classe, qu'on aurait pu vouloir tout de suite placer en classe spécialisée. Assez lourdement handicapé, absolument pas mentalement, mais physiquement, à tel point qu'il ne pouvait pas se déplacer sans son chien guide, mais pas parce qu'il était aveugle, parce que ça lui apportait de la stabilité. Il avait de la misère à fonctionner à cause d'un problème moteur, d'un handicap physique, musculaire. Donc il s'appuyait sur le chien, mais c'était pas seulement ça. Il pouvait pas non plus tenir un crayon comme les autres élèves, ouvrir un cahier, tourner la page là, pour arriver à la bonne page d'un livre. Pour lui, c'était très difficile. Donc écrire, prendre un crayon, prendre un cahier, c'était très très difficile. Des choses aussi simples que d'aller à la toilette, il ne pouvait pas faire ça tout seul. Et pourtant, Robin, ça a été une des belles histoires dans ma carrière d'enseignant, et j'enseignais au régulier, une intégration réussie. Réussie pour lui, réussie pour le reste des élèves aussi qui n'ont pas eu à payer le prix parce que je n'avais pas de temps pour eux. Comment ça se fait? Ben, c'est parce qu'il y avait des ressources. Il y avait des parents extrêmement collaborateurs, des parents qui souhaitaient que ça fonctionne, mais qui comprenaient aussi que l'intégration de Robin, ben, ça posait des difficultés. C'était un défi pour la classe et il n'était pas toujours en train de revendiquer des choses. Il était en mode solution. Il y avait aussi une accompagnatrice qui était là toujours avec lui. Donc des ressources, il y en avait. Et il y avait le chien qui était très formidable. Tous les enfants, c'était vraiment de la zoothérapie, tous les enfants de la classe de 10-11 ans aimaient bien le chien. Et il y avait une espèce de calme, d'aura autour du chien. Des fois, le chien s'endormait, puis on ne voulait pas réveiller le chien, même que ça amenait du calme dans la classe. Donc, c'est possible d'intégrer et de vivre des beaux succès pour tous, pas seulement pour l'enfant intégré, pour tous, en intégrant des jeunes, à condition d'avoir du soutien. Bon, là, je n'avais pas tellement besoin de formation continue, ça ne posait pas tellement un défi pédagogique pour moi, c'était surtout un handicap moteur, donc je n'avais pas à changer ma façon d'enseigner aussi peu. Mais il y avait une accompagnatrice en tout temps, il y avait la possibilité d'avoir le chien, hein, et il a fallu l'accepter dans la classe. Par contre, il y a des fois où c'est pas comme ça. Il y a des fois où on veut intégrer un jeune, mais on n'a pas le bon diagnostic. On sait qu'il fait des crises, mais on ne sait pas ce qu'il a. Alors, de l'intégrer, ça devient très difficile. Il faut d'abord avoir une espèce de manuel d'utilisation, comprendre quelles sont les difficultés ou les handicaps du jeune. Donc, il y a des critères qui nous permettent de réussir une intégration, mais il y a aussi des conditions pour que ça fonctionne. Il faut que l'enseignant soit bien formé. Il faut qu'il veuille se former, mais il faut aussi que la formation soit au rendez-vous, que ça soit facile, accessible, rapide. Il faut qu'il y ait un accompagnant professionnel, des fois un accompagnateur, mais ça peut être technicien ou technicienne en éducation spécialisée, psychoéducateur, orthophoniste, orthopédagogue, et très souvent, ça manque. Je vais maintenant vous parler du chapitre 12, le poids du béton. Je raconte dans le chapitre 12 l'histoire d'un autre élève, et c'est une histoire très différente, Yann, que j'ai rencontré, lui, dans un stationnement parce qu'il transportait des poches de béton, des poches de gravier pour mettre dans les valises des voitures. Et il me reconnaît, et je le reconnais, je me rends compte que c'est mon ancien élève. Il est empli d'une colère parce qu'il a décroché, parce qu'il n'a pas de diplôme, puis parce qu'il se rend compte que Colin, il va faire ça toute sa vie. Pelleter de la gravelle, transporter des poches, des sacs de sable, et une espèce de colère parce qu'il sent qu'il n'a pas été aidé. Et quand il m'a dit ça, Yann, c'est pas son vrai nom, je le précise, mais j'en parle en revoyant son visage, ça m'a amené à me questionner sérieusement pour me rendre compte que dans son cas, ça a été une espèce d'intégration sauvage. Ça a été raté. Ça a été raté. On n'a jamais su pourquoi il y avait de la difficulté comme ça, donc on ne l'a jamais aidé correctement. Il a été sur des listes d'attente, mais comme son cas était peut-être moins grave que d'autres, il n'était pas en échec totalement, juste assez pour se décourager, mais pas assez pour redoubler. Donc, il n'était jamais numéro 1 sur la liste, et d'année en année, il y a eu très peu d'aide, un peu de service d'orthopédagogie, et il a été laissé pour compte. Il a fini par se décourager, par décrocher. Et ça, ben, c'était à éviter. On le voit,
Hein, on a les conditions gagnantes, mais aussi les conditions perdantes, c'est-à-dire de ne pas donner les services, de ne pas diagnostiquer sérieusement, de ne pas laisser des jeunes sur des listes d'attente pendant des années parce qu'on les laisse à eux-mêmes. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. C'est un drame humain. J'espère que Yann va finir par faire son chemin. Peut-être complétera à l'éducation aux adultes, obtiendra une attestation, une qualification professionnelle, puis fera sa place parce que au moment où je l'ai rencontré, c'était pas réglé. C'était encore une blessure ouverte qui vivait. Dernier chapitre sur les enfants en difficulté, handicapés ou en difficulté d'adaptation, d'apprentissage. Chapitre 17 qui s'appelle « Une nécessaire collaboration ». Parce que pour que ça marche, il faut que les parents veuillent que ça fonctionne. Que l'enfant soit en classe d'adaptation, en classe spécialisée, ou qu'il soit en classe régulière, il faut une vraie collaboration. Il faut que les enseignants ne se sentent pas menacés aussi. Donc, c'est un appel aux enseignants. Il ne faut pas que les enseignants se sentent menacés de voir des parents qui veulent entrer dans l'école, qui veulent venir souvent à l'école, qui veulent venir aider ou accompagner leurs jeunes dans les écoles. Pourquoi ça serait seulement dans les écoles alternatives que les parents pourraient être présents dans les classes pour donner un coup de main? Il n'y a pas de bonne raison. Donc, il faut que les enseignants aient cette ouverture-là. En même temps, il y a une question d'attitude. Il faut que les parents soient des partenaires. J'ai connu, malheureusement, des fois, dans ma carrière, des parents qui étaient un peu l'avocat de la défense de leur enfant, qui étaient dans une dynamique d'affrontement. Si j'écrivais quelque chose, supposons sur un problème disciplinaire, j'avais vraiment l'impression que les parents pensaient que j'en voulais à leur fils, à leur fille, et que là, moi, j'étais un juge et qu'eux devaient plaider pour une réduction de la peine. Il ne fallait pas faire la copie, il ne fallait pas faire la retenue, il y avait des circonstances atténuantes. Et ça, ben, ça pourrit une relation. Puis évidemment qu'ensuite, l'enfant le sait, puis il va essayer de jouer les uns contre les autres, alors que dans le fond, ça devrait être comme un triangle avec les enfants, les parents, l'enseignant, puis au centre, ben, il y a la réussite. Mais il faut que les trois aient des liens solides. Dans un triangle, ça prend 3 lignes solides. Il faut que la relation soit là pour que la réussite soit au centre. Donc, voilà ce que j'avais à dire dans mes 3 chapitres. Et c'est évident qu'il va falloir rajouter des ressources professionnelles parce que tout ce que je dis, quand je dis que les enseignants doivent être bien formés, bien, ça prend des formateurs. Puis quand je dis que les enfants doivent avoir un bon diagnostic, bien, ça prend aussi des professionnels. Maintenant, si vous avez des questions, des interrogations, je vois Martin qui est à côté de moi, qui va me lire quelques-unes de vos questions. Je ne pourrais peut-être pas répondre à toutes, mais je vous dis tout de suite que